Alors, nous étions en train d'expliquer précédemment que la donne est en train de changer et qu'effectivement, les différents leaders d'opinion sont en train de à nouveau souffler sur la braise pour réveiller le mouvement insurrectionnel jaune. D'ailleurs, on voit que le climat se tend de plus en plus à travers différents événements. Nous avons du côté de Rouen cette catastrophe donc industrielle, donc qui est terrible, qui correspond d'ailleurs aux cavaliers de l'Apocalypse que l'on retrouve d'ailleurs sur la couverture de The Economist 2019, puisqu'on retrouve les quatre cavaliers qui sont à cheval entre la Grande-Bretagne, donc le sud de la Grande-Bretagne, et sur le nord de la France. Donc vraisemblablement, bon, bah, on le voit bien avec le Brexit, il y a des choses qui... Tout ne se déroule pas bien, c'est le moins qu'on puisse dire, donc on craint le pire là-bas. Et puis on a cette catastrophe-là industrielle, et puis on retrouve aussi un climat social qui à nouveau se tend. Donc on a à chaque fois différentes interventions comme ça que vous retrouvez de plus en plus sur le net aujourd'hui. Beaucoup moins justement dans les médias mainstream, mais plutôt dans les médias justement alternatifs, puisque dans la séquence précédente, on a pu voir les médias qui ont opéré une véritable volte-face après avoir accueilli les gilets jaunes sur les plateaux de télévision, après leur avoir déroulé le tapis rouge, ben vous avez vu comment ils ont été maltraités dans les médias. Donc aujourd'hui, les dissidents n'ont plus confiance. Donc entre-temps, eh bien, vous avez différents médias qui sont là, mais depuis longtemps en réalité, comme Planète 360. Vous avez le Média, vous avez Brut et bien d'autres encore, sans compter toutes les personnes qui sont indépendantes, mais qui font partie de tous ces mouvements Gilets jaunes, qui sont là aussi pour, avec les leaders d'opinion, les leaders sur le terrain, qui sont là pour haranguer les foules. Donc on a vu que pendant une certaine période, il y a eu une accalmie. On va dire que le mouvement était resté, en tout cas si on parle des gilets jaunes, il était resté en sommeil. On va dire que la braise était encore là, mais donc les actes se sont déroulés, mais sans qu'il y ait vraiment de grands rassemblements. En tout cas, pas la même mobilisation, pas au même niveau que dans les débuts, et pour cause, puisque c'est vrai qu'il y a eu de nombreux dommages collatéraux, de nombreux gilets jaunes malheureusement qui ont été blessés, qui ont été éborgnés, qui ont été estropiés. Donc ça a refroidi forcément l'ardeur de beaucoup de personnes. Et puis il y avait aussi, il faut le savoir, une séquence électorale qui était importante, bien sûr, pour la politique. Donc il était naturel de mettre un bémol sur ce mouvement-là, d'arrêter d'en faire de toute façon la publicité et laisser aussi, je pense, les médias alternatifs prendre le relais pour par la suite, au moment opportun, donc là vous voyez il y a 2 semaines, vous voyez ce type de vidéos-là qui ont émergé sur la toile, et là vous allez voir de plus en plus, d'ailleurs je reçois de plus en plus de personnes qui m'envoient des vidéos qui font des appels à l'insurrection populaire, justement pour cette fois-ci en découdre, et ça correspond tout à fait avec le transit de Mars qui s'achemine progressivement vers le signe de la balance, qui est le signe de la Ve République, qui va former à un moment donné un carré avec Saturne-Pluton. Donc là, on retrouve la configuration, toute proportion gardée, analogue, pas exactement dans les mêmes énergies, mais avec des énergies qui sont relativement similaires, puisqu'on avait eu la séquence la plus importante, la plus dramatique, où on a eu justement les mouvements des Gilets jaunes qui battaient leur plein, c'était quand on a eu Mars, dans le signe du bélier notamment. On ne compte pas la période où on a eu Mars en poisson, effectivement, c'était le début du mouvement des Gilets jaunes. C'était justement Mars qui est dans le signe du poisson, donc censé être pacifique. Puis après, on est monté d'un cran quand on a eu Mars, la planète de la guerre, qui était dans son domicile en bélier. C'est à ce moment-là où on a eu l'épisode, notamment du boxeur, si vous vous souvenez. On a eu les foulards rouges, etc. Il y a eu différentes séquences, donc c'est à ce moment-là où il y a eu les gueules cassées. Et on retrouve bien, toute proportion gardée, le côté punchy de Mars dans le signe du bélier, qui symbolise bien la boxe. On retrouve bien le puncher, le boxeur, et également avec le carré à Saturne-Pluton. Donc Pluton symbolise bien le caractère contrôlé, contrôlé avec Pluton et Saturne, qui contrôle la situation en réalité, même si on a l'impression que tout se déroule comme ça de manière spontanée, spontanée comme le bélier. Et en réalité, tout était bien contrôlé, et donc on a eu cette séquence dramatique. Et là, on va retrouver avec Mars, cette fois-ci en balance, donc qui est normalement un signe beaucoup plus pacifique. C'est le signe opposé et complémentaire au bélier. Donc normalement, on est censé être
dans le côté, dans la concertation, dans la discussion, dans le consensus. Mais là, il y a ce caractère dévoyé avec Mars au carré qui va former progressivement un carré à Saturne-Pluton avec les autres astres qui sont déjà en mouvement. On a le Soleil, bien sûr. On a également Mercure qui va transiter très vite là aussi en Scorpion. Et d'ailleurs, vous le voyez, je viens de voir sur les écrans qu'il y a eu une attaque au couteau, encore une fois, avec quelqu'un qui a été abattu. Donc vous voyez, on voit bien que le climat se tend et on retrouve là le couteau, encore une fois. On en avait parlé dans nos prévisions, on avait expliqué que le couteau symbolisait une manière, c'est une forme d'agression, mais plutôt traditionnelle. Et là, on retrouve bien la tradition d'Uranus. Uranus qui symbolise la lame, qui symbolise le couperet. Donc là, je vous renvoie à nos vidéos antérieures sur Uranus, l'explication, avec la lame qui correspondait à l'époque à la guillotine, puisque Uranus a été découverte dans les années prélude à 1789. Donc là, on retrouve bien la lame de couteau dans le signe du taureau, Uranus dans le signe du taureau qui est le signe de la tradition. Donc là, après, si on fait le rapport, les aspects, les cycles, le rapport avec Saturne et Pluton, entre Saturne-Pluton en Capricorne, qui est également le signe de la tradition, tout comme le taureau, puisque ce sont deux signes de terre, qui symbolisent l'ancien, et là on retrouve bien les attaques au couteau. Enfin voilà, tout ça pour dire que le climat est en train de se tendre, et donc on a ces mouvements donc, révolutionnaires qui risquent de se remettre en mouvement et de manière beaucoup plus brutale. Alors comme pressenti, nous approchons de ce moment tant redouté, ce moment fatidique où de nombreux communicants, donc vous l'avez vu, recommencent à souffler sur les braises de la Révolution jaune en France, avec comme le 17 novembre dernier 2018, acte 1 des Gilets jaunes, un appel à boycotter la consommation, à boycotter cette fois-ci toute l'économie, donc non pas une seule journée, mais pour une période indéterminée. Alors vous savez que le premier mot d'ordre, on l'a rappelé précédemment, de boycott de la consommation n'a jamais été réellement suivi d'effet. Ça a donné lieu plutôt à des manifestations de grande ampleur, au départ assez classiques, mais tout de jeunes vêtus dans tous les coins de France pour crier le ras-le-bol de cette augmentation foudroyante du prix de l'essence qui a pris à la gorge des millions de Français, avec un seul mot d'ordre, Macron démission. Alors, le mouvement des Gilets jaunes a recommencé à prendre de la vigueur avec la rentrée sociale, comme on l'appelle très souvent, c'est-à-dire à la fin de l'été. Vous voyez comme moi donc, cette vidéo donc, de RT France avec l'intitulé Gilets jaunes aux Français dormeurs consommant de nous retrouver. Donc cette vidéo est datée du 31 août 2019 et donc où vous voyez les préparatifs pour relancer le mouvement. Et donc vous aviez une journaliste de RT France qui vous expliquait les préparatifs du mouvement et c'était cette séquence en fait s'est déroulée donc, pendant l'acte 42, juste avant l'acte 42. C'était en parallèle, si on regarde la datation, avec les mouvements liés aux actes d'interdiction de pesticides des mers. C'était le 31 août, donc c'est-à-dire le lendemain de la nouvelle lune, super nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Donc là, je vous renvoie au tout début de la série de vidéos, puisqu'on a débriefé. C'est vrai qu'on n'a pas pris les choses dans l'ordre, et on va faire un petit flashback au cours de cette partie de vidéo, donc pour voir un petit peu comment les choses ont évolué du côté de tous ces mouvements. Lorsque vous interviewez des Gilets jaunes, d'ailleurs vous les voyez régulièrement invités sur les différents plateaux, sur RT France et d'autres médias dits alternatifs, on vous parle souvent de solidarité. C'est vrai qu'au fil des actes et des réunions de fortune, sur les ronds-points autour de merguez parties bien conviviales, il y a eu à nouveau cette création, ce retour à cette solidarité et à ce lien social qui manquait, en tout cas à l'intérieur du mouvement. C'est la fameuse déglaciation sociale dont parlait le psychologue français, qualifié aussi par certains de populiste, qui s'appelle Alexandre Dorna, donc qui évoquait justement cette nécessité de se retrouver, de retisser du lien social dans une société qui était devenue individualiste. Et c'est vrai qu'il y a eu donc cette prise de conscience, ce besoin de communiquer, ce besoin de partager donc ces impressions, ces états d'âme sur cette condition sociale, sur cette injustice. Et donc de ce côté-là, on ne peut que saluer, si vous voulez, en tout cas dans cette partie-là, le côté positif de ce mouvement, puisque ça manquait dans une société qui était devenue vraiment individualiste. Mais il y a eu également, au-delà de ce côté humain,
et de la revendication première qui était au départ plutôt économique, plutôt le pouvoir d'achat, le débat s'est élargi progressivement sur le mode de gouvernance et de régime politique qui laisse, c'est vrai, peu de place à la démocratie. Beaucoup de Français qui ne s'intéressaient pas à la politique ont découvert, en allant dans ces mouvements-là, les subtilités du mode de gouvernance, notamment l'Union européenne et les derniers transferts de souveraineté qui avaient été opérés dans le dos des Français, ce fameux 13 décembre 2007, avec le gouvernement Sarkozy qui piétinait sans l'air d'y toucher grâce à un petit alinéa dans son programme, inséré dans le programme présidentiel, des promesses de renégociation du traité européen et au mandat reçu pendant l'élection de s'asseoir sur le trône élyséen. Ça a piétiné la parole du peuple avec ce référendum où les Français s'étaient exprimés le 29 mai 2005 où ils avaient dit non. Hormis ces retrouvailles de compagnons de lutte dans les ronds-points, cette solidarité, on a vu par contre poindre à l'horizon quelques actes, ça et là, de désobéissance civile, avec notamment la prise d'assaut de certains péages. Donc c'est vrai que quand on regarde ça, on se dit au demeurant c'est plutôt bien vu, puisque symboliquement, les péages français sont là pour spolier une partie de la population, et notamment des gens qui ont encore la capacité de consommer, c'est-à-dire les automobilistes notamment, qui ne font pas partie pour la plupart du mouvement des Gilets jaunes. Donc les mettre avec soi, c'était bien vu, stratégiquement parlant, puisque ça permettait justement d'embarquer un petit peu tout le monde, y compris donc des personnes qui n'ont pas pris part au mouvement, et de les mettre avec vous, puisque vous leur offrez finalement, vous ouvrez le péage, et le péage c'est stratégique, puisque vous le savez, les autoroutes français ont été volées au nez et à la barbe des Français à cause de ces politiciens corrompus qui ont privatisé donc notre bien commun, notre bien qui a été financé par tout le monde en fait, par le pot commun, par les contribuables français. Donc là d'ailleurs vous voyez le titre de la vidéo, un pillage français, les autoroutes. Donc je dirais qu'au demeurant, c'était bien vu, donc on va tout de suite voir le reportage. Depuis 7h30 ce matin, plus d'une soixantaine de gilets jaunes restent mobilisés à l'entrée de Grenoble, encouragés par les klaxons des automobilistes. Je fais 100 km par jour pour aller au travail, donc moi je suis en périurbanité et je peux pas faire autrement. Cette polémique déclenchée par Vinci qui veut faire payer les automobilistes qui sont passés gratuitement au péage lors des mobilisations des Gilets jaunes. Le directeur de la communication accepte de nous répondre et il nous confirme. Le code de la route prévoit que l'acquittement du péage est une obligation et que s'y soustraire est une infraction. Et son argument, c'est la culpabilisation. Il y a des milliers d'appels qui ont été reçus au service client de la part d'usagers qui, soit par crainte d'une amende, qui du coup est une crainte infondée, vous l'avez compris, soit par simple civisme, parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui sont civiques et honnêtes, nous ont appelés spontanément par eux-mêmes en disant tel jour j'ai utilisé l'autoroute, je suis passé à tel endroit et lorsque je suis arrivé au péage, je n'ai pas pu m'en acquitter, je ne souhaite pas recevoir d'amende, puis-je régulariser ma situation? Et donc on a déjà procédé des milliers. Cette opération, finalement, qui partait bien, a été avortée, n'a pas fonctionné, puisque vous avez vu dans le reportage que beaucoup de Français, finalement, n'ont pas joué le jeu, ont eu peur. Et là, on retrouve l'individualisme des automobilistes qui ont eu peur de recevoir une amende salée et d'être passés, justement, d'avoir accepté de passer gratuitement, alors que finalement, ils y sont pour rien. Et voilà, ils arrivent au péage et on leur propose de passer gratuitement, donc ils passent gratuitement. Vous avez vu que spontanément, il y en a qui ont pris leur stylo et puis ont écrit excusez-moi d'être passé. Et vous voyez que ce monsieur, donc le responsable chez Vinci, parle de civisme. Moi, je dirais que c'est plutôt de l'individualisme en réalité, ce n'est pas du civisme. Parce que c'est vrai qu'on parle de l'honnêteté, mais l'honnêteté, il faut voir de quel côté on se place. Qui est honnête, qui est malhonnête dans l'histoire? Les malhonnêtes, ce sont, il faut être franc, ceux qui aujourd'hui gèrent nos autoroutes. Et bien sûr, les politiques qui ont permis cette opération-là. Les Gilets jaunes, eux, ont essayé justement cette tentative qui pour moi était bien vue, mais malheureusement, ils auraient dû faire un deal avec les automobilistes, mais ça, ils ne le savaient pas forcément, puisque c'était une expérimentation, donc on ne peut pas le savoir dès le début, mais c'est pour ça que c'est pour vous dire qu'il faut être très stratège quand on fait quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, il faut être aussi fin que les adversaires pour pouvoir réussir l'opération et pour créer cette solidarité qui était bien vue vis-à-vis d'autres catégories sociales, puisque là, dans les automobiles, vous avez tout le monde, vous avez
des riches, des moins riches, des classes moyennes, hein. Vous pouvez avoir même des très très riches avec une belle voiture, etc. Donc, par contre, il aurait fallu se faire signer, hein, une charte, une sorte d'engagement moral. Alors bien entendu, ces personnes-là auraient très bien pu, un peu plus tard, en voyant à la télévision, par l'information justement de ce communicant-là, de directeur de Vinci, qui expliquait que ces personnes-là seraient verbalisées. Vous voyez la menace, voilà, mais au moins les engager moralement avec un papier leur disant, voilà, on vous laisse passer gratuitement, donc vous bénéficiez de ce mouvement, du mouvement social des Gilets jaunes, donc c'est grâce aux Gilets jaunes, voilà, parce que nous on le fait pour nous, parce que je pense que le message c'était ça, c'était de dire, on le fait c'est vrai pour nous, mais on le fait aussi pour tous les Français par rapport à ce qui est en train de se dérouler, puisque aujourd'hui c'est nous, mais demain matin ce sera vous. Donc ça c'était très très bien vu. Mais malheureusement ils n'ont pas pu valider au niveau moral d'expliquer ça, et puis de faire signer éventuellement même un papier pour les engager moralement, pour dire voilà, si demain il y a on vous réclame des comptes, et ben vous direz non, moi je suis solidaire du mouvement des Gilets jaunes, et tant pis, je suis prêt à payer une amende, même si je paye 200 euros, ou je ne sais quel montant de l'amende, hein, qui peut être salé, dire par solidarité, j'ai promis de le faire, je le fais. Vous voyez, et si vous avez ces millions d'automobilistes, ou ces milliers qui sont passés dans ces péages-là, qui auraient fait acte de résistance, dans le sens avec les Gilets jaunes, ça aurait changé la donne. Vous voyez, là, l'État aurait commencé à se poser quand même des questions, à se dire, là, il y a quand même des milliers de personnes qui font acte de désobéissance civile, c'est-à-dire en solidarité avec le mouvement des Gilets jaunes. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vous dis, il y a désobéissance civile et désobéissance civile. Beaucoup brandissent la désobéissance civile, mais tout ça, c'est fait de manière non programmée, c'est trop spontané, il y a de l'expérimentation, on fait des erreurs, et après, c'est très difficile de rectifier le tir, puisque les événements après se déroulent, et puis les médias savent après continuer cette division, etc. Mais normalement, il faut être aussi stratège, il faut essayer d'examiner toutes les portes de sortie, les portes qui pourraient être closes, hein, qui pourraient enfermer justement les tentatives de rapprochement avec la population, parce que c'est là où normalement vous pouvez gagner, hein, si vous avez arrivé à rapprocher. Et moi j'avais déjà vu dans le passé, les agriculteurs, si vous vous souvenez, il y en a beaucoup comme ça quand ils doivent manifester, ils vont déverser du fumier dans les préfectures, à côté des préfectures. Bon, ça a un côté spectaculaire, mais finalement, ça fait pchit, hein, voilà. On a eu les tracteurs, vous vous souvenez, on en avait parlé dans nos vidéos, je crois que c'était justement sur les Gaulois réfractaires, ou peut-être une autre. Hein, on avait montré ce balai des tracteurs qui avait fait 800 km, toujours mobilisés par les syndicats, par les leaders syndicaux. Ils sont arrivés à Paris. C'était un beau défilé, il y avait même les petits-enfants. Moi, je me souviens, je disais à des gens de ma famille, je disais, regardez, ça va servir à rien du tout, ils vont faire un petit tour, et puis regardez, ils ont même ramené des enfants, les familles, c'était un dimanche, et les gens étaient contents, parce qu'ils voyaient les agriculteurs avec des tracteurs, un balai de tracteurs, donc on a l'impression qu'on était dans une fête foraine. Et puis après, il y a eu le leader de la FNSEA, voilà, qui a été, bon, on sait très bien comment ça s'est passé, avec à l'époque Manuel Valls, puis finalement, il est sorti sous les huées, parce qu'il ne s'est rien passé, et les tracteurs sont rentrés de bredouille. Vous voyez, à chaque fois où vous avez, pire encore, vous avez des éleveurs, des agriculteurs qui jettent des carottes, qui jettent des tonnes de carottes, qui jettent du lait parce qu'ils n'arrivent plus à le vendre au prix pour pouvoir vivre. Donc ça, c'est péché quelque part. Vous voyez, on jette, ça, c'est pas bon. Par contre, vous avez eu d'autres agriculteurs qui sont sortis peut-être de ce modèle proposé de manifestation des syndicats, parce que c'est eux qui impulsent, hein, ces idées vraiment bidons, quoi, hein. En réalité, distribuer par exemple j'ai déjà vu ça, des pêches, des brugnons, des fruits, des légumes gratuitement, etc. Ça, c'est beaucoup plus intéressant, puisque là, vous gagnez la foule avec vous. Donc là, je rejoins un petit peu ce que disait l'un des acteurs du film Gladiator, hein, quand il parlait justement à Maximus, donc le héros. Il lui disait, il faut que tu gagnes la foule, hein. Quand tu es dans l'arène, il faut gagner le public. Et c'est exactement ça dans la stratégie. Si vous voulez gagner, il faut gagner la foule, c'est-à-dire il faut gagner tout le monde. Et là, ces Gilets jaunes, on peut saluer cette initiative, mais vous voyez, elle a été manquée parce que par manque de préparation. Bien entendu, d'autres actes avec une tonalité plutôt positive. Je n'ai pas, bien sûr, recensé, hein, tous les actes, ce serait bien difficile. Il faudrait aussi être dans le mouvement. Forcément, moi, je vois ça
de l'extérieur, il n'y a rien de tel que d'être sur le terrain pour se rendre compte, mais j'ai pu voir par exemple des gilets jaunes hein, qui ont eu l'art et la manière de se rapprocher par exemple de certains élus, forts du soutien de leurs compatriotes ou de jeunes vêtus, pour négocier avec certains maires, pour obtenir certains engagements. Donc c'est dommage, je n'ai pas retenu la vidéo, mais c'était, je trouve, plutôt habile et ça rentre bien dans le cadre d'une forme de désobéissance civile, avec ces actes plutôt qui vont vers un concept original, donc où il n'y a pas de violence, où il y a de la discussion, où il y a de la solidarité, donc une force collective, donc qui permet à aboutir à certains résultats, bien sûr modestes, mais au moins, voilà, il y a quand même quelque chose d'intéressant à retenir. Mais hormis ça, il faut bien être honnête, le bilan est quand même très inégal. Alors vous connaissez la suite, hein, Macron pourtant dépeint au bord de la rupture, tel Louis XVI perdu dans son propre pays, court toujours mieux le 21 janvier hein, dernier, date anniversaire de la mort du roi en 1793, le président de la République, plus conquérant que jamais, signait des accords avec 50 évadés fiscaux. Alors pendant ce temps-là, vous aviez bien sûr nos compatriotes qui bravaient le froid et se confrontaient au CRS avec des dommages collatéraux qui ont défrayé la chronique avec des graves blessures à l'œil, des mains arrachées, à coups de flashball, sans parler de la casse des commerces et des Français qui n'ont pas pris part au mouvement, qui se retrouvaient apeurés. L'exécutif a fait son show politique en campagne au format XXL pour les européennes, puis d'autres mesures gouvernementales toujours injustes hein, se sont abattues. Alors bien entendu, une révolution, hein, ça ne se gagne pas en une bataille, et on ne fait pas d'omelette sans casser deux, diront les plus déterminés. Mais comme nous l'avons vu dans toutes nos chroniques hein, vidéo, prélude au mouvement des Gilets jaunes, et pendant les mouvements des Gilets jaunes, aucune révolution ou renversement de l'ère post-moderne hein, de gouvernement n'a été réellement d'inspiration populaire. Si vous reprenez hein, nos précédentes chroniques, hein, vous verrez qu'on a rassemblé de nombreux faits historiques et journalistiques, bien sûr appuyés par notre grille de lecture favorite, hein, les astres, pour démontrer comment l'oligarchie, tapis dans l'ombre, hein, laboure le terrain, souvent depuis longtemps, économique et social, pour créer les conditions de la pauvreté, pour ensuite allumer la dernière mèche et agiter le peuple pour s'en servir, comme le disait Talleyrand pendant la Révolution française. Alors la Révolution française que tout le monde cite à chaque fois en référence, on peut en parler d'ailleurs, on voit des personnalités publiques comme par exemple Jean-Marie Bigard qui appellent à la révolution. Je pense qu'ils ne se rendent vraiment pas compte de ce qu'est une révolution. Cette révolution les emporterait, eux les premiers, puisqu'ils font partie du gratin, hein, quand même, hein, des gens privilégiés, même si je sais que sa situation est moins glorieuse que par le passé. Mais s'ils pensent que le jour où éclate une véritable révolution, ils seraient épargnés, je pense qu'ils se trompent. La Révolution française hein, du 14 juillet 1789, dans l'histoire officielle, c'est le peuple hein, qui effectivement a pris la Bastille et a coupé la tête à la classe nobiliaire, ainsi que le roi pour abolir les privilèges du 4 août 1789. Après, dans une autre version de l'histoire, moins connue, les banquiers et marchands qui en avaient assez de cet ordre ancien poussaient les rois à guerroyer. La guerre coûte très cher, en vie humaine bien sûr, mais aussi en argent. Alors vous savez que les banquiers, bien entendu, hein, de tout temps, à l'époque comme aujourd'hui, ne prêtent pas gratuitement. Il y avait déjà à l'époque l'usure et le taux d'intérêt. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'une guerre était déclarée, c'était le jackpot hein, pour les banquiers. Le règne de Louis XIV, avec son goût du faste et du luxe, n'avait rien changé. Les caisses étaient vides hein, lorsqu'en 1715, il est retourné rejoindre son créateur. Et pour résoudre le problème financier sous le règne Philippe d'Orléans, c'est à ce moment-là qu'est entré en scène hein, l'Écossais John Law, qui a inventé en 1716 le système bancaire inspiré des jeux du hasard. Ça, on en avait parlé dans notre chronique hein, du 16 octobre 2018 sur les grands cycles hein, des cracks boursiers, les grands cycles astrologiques et numérologiques hein, des cracks boursiers. Donc il était, cet homme-là, précurseur des banquiers centraux actuels. Et il a aussi été à l'origine hein, d'une des premières bulles spéculatives de l'histoire, en donnant l'idée de remplacer donc les pièces d'or par la monnaie papier afin de résoudre le problème de trésorerie. Et ce John Law était nommé à l'époque hein, contrôleur, puis surintendant général des finances, l'équivalent aujourd'hui en gros hein, du ministère de l'économie et des finances, mais l'expérience hein, tournera court en 1720 lorsqu'a éclaté la première bulle spéculative
à cause de la trop grande quantité de billets émis par rapport à l'or. Et à l'époque, les billets étaient convertibles en or et l'escroc joueur de casino a afflué puisque tous les gens en fait se sont rués pour demander leur remboursement en or et c'est là où ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas faire ce remboursement. Et donc, vous voyez la similitude avec aujourd'hui, puisque vous avez vu dans nos autres chroniques, et puis vous voyez au travers de l'actualité, en tout cas ceux qui suivent assidûment l'actualité, hein, vous avez pu voir qu'il y a véritablement ce gros problème bancaire avec la Banque centrale américaine, la Fed, hein, qui est intervenue plusieurs fois. On en est je crois, pratiquement 300 milliards, il me semble, hein, de mémoire, donc de fausse monnaie qui a été injectée dans le système, hein, justement pour retarder encore le krach boursier. L'épisode malheureux n'aura pas arrangé les caisses royales ainsi que les comptes de la nation. Et donc 20 plus tard, en 1774, la libéralisation du commerce des grains sous l'Ancien Régime qui fut décrétée par un édit de Turgot, donc en 1774, sous l'influence des physiocrates. Et donc cet épisode-là fut de courte durée, notamment en raison de la guerre des farines. Donc il y a eu déjà une série d'émeutes qui conduisirent Turgot à rétablir le contrôle des prix du pain, tandis que les classes populaires dénonçaient déjà un pacte de famine passé entre le roi Louis XVI et les spéculateurs ou autres accapareurs. Hein. Donc il s'agit là des premières tentatives de libéralisation de l'économie française. Déjà à l'époque, il y avait une rumeur de complot dit du pacte de la famine. Donc ça remettait en cause la stabilité du prix du pain, normalement garanti par le roi, représentant du Dieu sur terre. Plus de 230 ans se sont écoulés depuis la Révolution française qu'on cite souvent en référence, et aujourd'hui vous voyez que rien n'a changé puisque on parlait déjà à l'époque de complot, on parlait déjà à l'époque de libéralisation à outrance de l'économie, de gens qui manifestent parce qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts, en tout cas à se nourrir à l'époque, et donc ce complot, il était fomenté par des puissances obscures, et donc on parlait déjà de république universelle, et bien sûr cette république qui a été installée à la place de leur royauté, c'était sous l'instigation d'une nouvelle élite, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on va avoir vraisemblablement, vu les derniers développements, donc on a toute cette élite que les gens ne peuvent plus voir en peinture, et il y en aura une nouvelle en fait qui va venir, mais cette fois-ci pour servir la République universelle qui est finalement le nouvel ordre mondial. Là on parle bien d'universalité à travers Uranus qui symbolise la fraternité puisque c'est le maître du Verseau, et on va avoir ensuite Pluton qui va transiter le Verseau donc en 2023. Et effectivement, si vous remontez dans les années 1789, nous avions bien Pluton en Verseau, donc comme dans les prochaines années qui arrivent. Et là, je vous renvoie à toutes nos chroniques sur les Gilets jaunes, puisqu'on a expliqué qu'il risquait d'y avoir une reproduction de cycles, notamment surtout en 2024, avec cette conjonction Jupiter-Uranus dans le signe du Taureau, qui ressemble, toute proportion gardée, à Jupiter-Uranus-Vénus, le jour de la prise de la Bastille en 1789, qui était cette fois-ci en Lion. Donc là, on retrouve bien l'implication des signes fixes, mais on avait Pluton. Donc là, à chaque fois, on retrouve Pluton dans la même position, mais Uranus et Jupiter qui seront à nouveau dans des signes fixes, mais différents. Donc là, on retrouve cette fois-ci, en 2024, cette conjonction Jupiter-Uranus en Taureau. Je vous invite à visualiser, ou pour les nouveaux, à regarder toutes les chroniques que l'on a faites depuis le début, notamment quand on a parlé d'Uranus, mais souvent on l'a cité assez régulièrement, puisque c'est un petit peu la nouveauté en termes de transit planétaire de ces derniers mois, c'est cette dernière année qui vient de s'écouler. Et à chaque fois, on a fait cette référence-là, que ce soit d'ailleurs dans nos chroniques financières ou dans toutes les autres chroniques. Donc là, après, il faut reconstituer le puzzle pour comprendre tout ce lien finalement qui existe, puisqu'on ne peut pas déconnecter donc tous ces mouvements sociaux, notamment les Gilets jaunes et les mouvements pour le climat, avec les problèmes économiques et financiers dont on a parlé. D'ailleurs, on y reviendra si on a le temps d'ici la fin du mois, puisqu'il risque de se passer, en tout cas selon moi, quelque chose. Là, vous avez vu le calendrier pour ceux qui ont suivi les chroniques financières, mais on y reviendra, puisqu'il faut toujours expliquer, démontrer aussi les choses, ce que l'on pressent. Donc c'est un petit peu le but de nos chroniques, c'est à chaque fois d'essayer d'apporter des preuves matérielles, tangibles, par rapport à des intuitions, des analyses aussi que l'on peut faire, que tout le monde peut faire. Et voilà, les gens ont besoin d'attester, de preuves,
de pouvoir confronter les différents éléments pour pouvoir après se faire une véritable opinion. On en a vraiment bien besoin aujourd'hui puisque les esprits sont véritablement façonnés. La puissance médiatique, elle est tellement puissante, hein, donc qu'il est très difficile de contrecarrer. Et donc on est obligé encore plus de mettre son poids, de mettre des explications encore plus approfondies pour pouvoir contrebalancer. Et même comme ça, j'ai l'impression, en tout cas même vis-à-vis des gens qui suivent les chroniques, moi j'ai déjà eu des retours de personnes qui, après avoir regardé d'autres chroniques, hein, reviennent avec des idées complètement chamboulées, quelque part, puisque bah, vous avez des gens qui effectivement s'expriment très bien, qui ont l'art de la rhétorique et qui vous expliquent voici, voilà la logique. Et donc on se laisse naturellement embarquer aussi, parce qu'il y a l'effet aussi de groupe, hein, les mouvements de foule. Et donc on a l'impression de se sentir un petit peu isolé, se sentir seul, et donc quelque part il est naturel en tant qu'être humain de vouloir chercher le contact social, de vouloir chercher de se rapprocher des autres personnes, même si ils vont pas vers la bonne route. En tout cas, selon moi, bien entendu, je peux bien entendu toujours me tromper, mais comme disait, alors là, je rejoins notre ami Jean-Paul que je salue au passage, hein, qui m'a fait passer un post avec une citation de Jean Cocteau, donc qui disait, il ne faut pas confondre la vérité avec l'opinion de la majorité. Et vous aviez également Coluche qui disait ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Voilà, je vous laisse donc sur ces deux citations, deux illustres personnages, et je vous retrouve très vite pour la suite de cette chronique.